Deuxième partie, la pompe. On va donc regarder par ce biais ce qui se passe à l'intérieur, hein, et donc aller voir in situ ou ex vivo comment l'ensemble de ces fonctions sont régulées dans ce domaine. Alors pour cela, on va regarder la première. Il faut que je le mette, qu'on reprend. Vous avez ce deuxième temps dans lequel, à partir de cet élément 4 cavités, donc qui est, je le rappelle, pour le plan orienté vers le bas et vers la gauche, donc vous coupez dans ce sens-là pour obtenir cette coupe. Et puis maintenant, on va aller la regarder en transversale, donc on prend en perpendiculaire à ce premier grand axe pour arriver à un petit axe. Et ce petit axe, deuxième temps, voilà, va vous permettre de faire apparaître sur un cœur normal, à nouveau les deux cavités qu'on a coupées au milieu finalement de leur diamètre, pour la cavité ventriculaire droite ici, d'accord, en forme de poire, et puis la cavité ventriculaire gauche, en forme de rondelle de saucisson, en forme de beignet, et son épaississement avec le septum qui sépare les deux cavités, la paroi antérieure, la paroi latérale et la paroi inférieure. Alors, toutes les petites trabéculations que vous avez à l'intérieur sont des cordages ou des piliers, des muscles qui sont associés. Mais le principal est ici montré. Et donc à partir de là, vous avez cette représentation classique dans laquelle vous avez cette comparaison entre les deux cavités et un schéma visuel que vous retrouvez de l'ensemble de ces cavités qui permet d'en faire la description anatomique. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de l'interaction de l'ensemble de ces paramètres? On a vu le cycle de pression généré. On a vu des cavités se remplir et se vider. Que se passe-t-il dans un cycle cardiaque quand on regarde dans un premier temps à l'échelle cellulaire? À l'échelle cellulaire, ce que l'on va voir aujourd'hui, mais surtout mercredi, c'est cet enchaînement entre trois phénomènes et même un quatrième qui est un peu lié au premier. Ces trois principaux sont ceux d'une signalisation électrique, c'est le potentiel d'action, qui s'enchaîne avec un signal chimique. C'est quel est le principal signal chimique qui va être en jeu dans ce échange-là? Calcium, merci, je l'ai entendu. Et puis, à la suite de ça, vous aurez un signal mécanique qui est celui de la réalisation réelle de cette mise en tension. Donc, c'est le potentiel d'action qui donne le premier temps, puis un relargage du calcium. Et puis, on génère, à partir de cette augmentation de la concentration calcique, on génère une tension jusqu'à ce que la tension, la quantité, la concentration de calcium baisse. Et à ce moment-là, relaxation et diminution de la tension générée par unité de fibre. Et le tout se boucle 2 milliards de fois pendant toute une vie. Quelle que soit finalement votre appartenance à la classe des mammifères, que vous soyez souris ou loup, il n'y a pas de désignation individuelle parmi ces caractéristiques-là, mais vous aurez le même nombre de battements globalement, 1 milliard à 2, hein, pour l'ensemble des classes de mammifères, y compris la baleine bleue. Et donc, vous aurez pour cela cette répétition de ces cycles par une fonction d'automaticité qu'on verra là encore la semaine prochaine. Sur le plan des variations synchrones de l'ensemble de ces paramètres, on va regarder le signal électrique, l'électrocardiogramme de surface donc, et puis les variations du volume à l'intérieur d'une seule des cavités, le ventricule gauche, et puis les variations de pression, pression du ventricule qui sera en rouge, pression en amont du ventricule dans l'oreillette gauche qui sera en bleu, et pression en aval du ventricule qui sera en vert dans l'aorte. Premier temps, vous avez une fin du cycle précédent, une fin de relaxation. Le premier signal qui apparaît, parce qu'on se donne le premier, évidemment, il y a la poule et l'œuf, on ne va pas déterminer ce qui a initié ces premiers échanges, mais chez l'adulte, on va faire démarrer ce cycle avec le premier incident électrique. Et ce premier accident électrique, c'est l'onde P. L'onde P, ça veut dire que vous avez une dépolarisation dans l'ensemble des massifs auriculaires, et en particulier l'oreillette gauche.
À ce moment-là, vous voyez que juste derrière, par le cycle électrique, chimique, mécanique qu'on vient de voir, vous aurez une contraction, petite contraction des deux oreillettes, alors que le ventricule est encore en relaxation et les valves atrioventriculaires ouvertes. Donc cette petite contraction des oreillettes va vous faire rentrer une petite quantité, 10%, au sein des ventricules qui va compléter in fine la diastole. Et donc c'est cette petite augmentation ici du volume que vous avez là, hop, sur la contraction systolique auriculaire, juste avant la systole ventriculaire. Et la systole ventriculaire, elle va être liée à quoi? Elle va être liée au premier signal électrique ventriculaire qui apparaît, c'est celui du complexe QRS. Donc il est là représenté. Et ce QRS sera ensuite lié à la contraction. Juste avant que vous voyez ça, pour établir le régime de pression, vous voyez qu'on a une différence très importante entre la tension artérielle, donc dans l'aorte, et puis les pressions qui règnent dans l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et vous voyez globalement, ces deux-là sont identiques, puisque les valves atrioventriculaires, tricuspide d'un côté, mitrale de l'autre, sont ouvertes. Donc vous avez un flux qui va continuer, et puis une petite augmentation de pression au moment de la contraction auriculaire. Et à partir de ce moment-là, vous terminez donc le cycle de diastole, et le remplissage des deux ventricules est maximal. Comme disait Capu, il y en a quelques-uns qui parlent pendant leur sommeil, il y en a d'autres, essentiellement les conférenciers et les professeurs, qui parlent pendant le sommeil des autres. Chut. Vous aurez à partir de là, bonjour. À partir de là, vous aurez une contraction mécanique qui va se révéler au niveau de la paroi ventriculaire. Cette paroi ventriculaire, elle va créer une augmentation de pression et immédiatement les deux feuillets de la mitrale ou les trois de la tricuspide vont se refermer. Vous aurez une occlusion et vous aurez une augmentation de la pression artérielle, pardon, de la pression intraventriculaire, sans augmentation de la pression artérielle. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous commencez votre cycle de contraction, la pression qui règne dans le ventricule, elle est faible, et la pression qui règne en aval, elle est forte, elle est élevée. Et il va falloir, pour ouvrir la valve aortique, dépasser cette pression. Donc vous avez tout un temps de montée en charge dans lequel vous aurez une augmentation de la pression, une contraction réelle d'un certain nombre de mécanismes qu'on va voir à l'intérieur des cellules myocardiques qui va générer une tension, augmenter la pression à l'intérieur du ventricule sans changement, puisqu'il n'y a pas d'échappement possible. La pression qui règne en aval est supérieure pendant tout ce temps-là. Cette phase-là, qui va augmenter la pression sans changer le volume, cette phase ici dans la surface rose, est une phase de contraction à volume constant, donc d'une contraction isovolumétrique. D'accord ? Sur cet effet-là, vous allez ensuite, en continuant cette contraction, dépasser, en générant une tension supérieure à celle qui règne dans l'aorte, dépasser la valeur de la pression artérielle, de la pression aortique, et à partir de ce moment-là, vous ouvrez la valve aortique. Et vous le faites de façon quasiment synchrone avec la valve pulmonaire, au moment où le ventricule droit, qui lui aussi se contracte dans le même temps, vous l'avez vu tout à l'heure, que le ventricule gauche, permet d'ouvrir la valve dite pulmonaire pour avoir un échange quasiment parallèle dans les deux grandes artères, aorte d'un côté et artère pulmonaire de l'autre. À partir de là, vous avez un cycle qui fait donc une éjection ventriculaire et donc le volume ventriculaire diminue. Il chute pendant toute cette phase, dite phase d'éjection, qui est la phase systolique, dans laquelle vous allez avoir un accord de pression entre la pression qui règne dans le ventricule gauche en rouge et la pression qui règne dans l'aorte, puisqu'on est à valve ouverte, avec néanmoins, puisque vous avez un débit, petite différence de pression en faveur du ventricule, puisque c'est lui qui, cette fois-ci, enclenche le circuit, vous avez quand même un petit delta. Donc la pression de l'aorte initiale est un tout petit peu inférieure, la pression du ventricule est montée au-dessus, donc elles vont s'accompagner jusqu'à ce que la relaxation commence dans le ventricule. Et à partir de là, vous allez avoir un
une inversion des pressions. Et donc la pression ventriculaire va commencer à diminuer, elle repassera juste en dessous de la pression artérielle aortique. Et donc que va faire le sang à ce moment-là? Si vous avez un delta de pression qui s'inverse, le sang, il reflue, il retombe. Et au moment où il ne retombe pas dans le ventricule gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les trois cuspes de la valve aortique. D'accord? Donc ce retour est lié à ce changement de pression qui suit le début de la relaxation ventriculaire. Alors que vous voyez que l'éjection continue dans cette phase-là, vous avez en fait de façon asynchrone déjà une relaxation qui est en train de se produire dans le ventricule, donc il ne génère plus une pression continue, il est déjà en train de recapter son calcium et donc finalement de se relaxer, et donc ça inverse le régime de pression, et la valeur finalement de cette delta de pression va ramener une toute petite partie de la colonne sanguine vers le cœur, et à ce moment-là fermer les deux valves ventriculo-artérielles, les valves aortiques à gauche et pulmonaires à droite. D'accord ? Et non seulement ça permet de fermer cela, mais en même temps, quand vous êtes à la racine de l'aorte, qu'est-ce que vous avez de part et d'autre? Les ostiades et coronaires. Donc vous enclenchez en fait le cycle de perfusion coronaire pour le cycle suivant, qui à gauche est un cycle essentiellement diastolique. Donc éjection, inversion pendant la phase d'éjection, inversion des pressions, et puis une fois que vous avez fermé l'aorte, vous avez ici fermeture de la mitrale, ouverture de l'aorte, fermeture de l'aorte, FA. Et à partir de ce moment-là, puisque vous fermez, vous allez avoir une phase dans laquelle le cœur continue de se relaxer complètement, alors que la valve mitrale est fermée. Donc vous avez fermé l'aorte, vous avez fermé la mitrale. Donc c'est une phase de relaxation sans changement de... Si tous les orifices sont fermés, le volume, il change? Pas, merci. Donc c'est une phase de relaxation isovolumétrique. C'est exactement le symétrique de l'autre. On est dans deux temps dans lesquels, d'un côté, la pression monte avec les deux valves d'amont et d'aval fermées. Dans l'autre, on est dans une phase de diminution dans lesquelles les deux valves sont fermées. D'accord ? Ces deux temps sont des temps dans lesquels le volume ne change pas. Il se passe des choses à l'intérieur de la paroi. D'accord ? Les cellules sont en train de travailler. Elles travaillent d'un côté à générer la pression, pendant la systole, où elles travaillent à recapter le calcium, et ça coûte de l'énergie. Ce sont des calcium ATPases qui permettent de récupérer ça. Ça coûte en énergie, mais ces deux temps-là sont des temps dans lesquels le volume ne change pas. On a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est une erreur. Il se passe plein de choses, tout le temps. Mais néanmoins, sur le plan simplement du bilan volumique, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, donc vous êtes dans une phase dans laquelle le volume reste stable. Et puis, cette pression chute tellement qu'elle devient inférieure à celle qui règne dans l'oreillette gauche, qui elle a vu affluer du sang pendant toute la systole précédente. Donc le sang est arrivé avec cette vitesse qu'on a vue tout à l'heure. Donc il remplit petit à petit l'oreillette, et puis sa pression, elle a augmenté un petit peu. Cette tension à l'intérieur, tension active passive à l'intérieur de l'oreillette est générée par le retour veineux, qui ne cesse pas, lui. Et donc du coup, la pression va s'inverser, elle va être à nouveau inférieure dans le ventricule par rapport à ce qu'elle est dans l'oreillette, même si c'est à des valeurs basses. Cette différence est réelle, elle est fine, mais elle est réelle. Et donc à partir de ce moment-là, vous aurez une ouverture des valves atrio-ventriculaires, donc valve mitrale pour le cœur gauche. D'accord ? Et donc là, vous avez un flux qui va pouvoir passer de l'oreillette vers le ventricule, et donc créer les conditions du remplissage diastolique de la période suivante. Remplissage diastolique, et vous voyez le volume à ce moment-là remonter progressivement, et puis vous allez boucler le cycle avec une nouvelle contraction, une nouvelle dépolarisation d'abord, puis une nouvelle contraction de l'oreillette, un nouveau petit cycle d'entrée de 10% du volume, et puis la contraction isovolumétrique, puis l'éjection, puis la relaxation isovolumétrique, puis le remplissage, etc. etc. D'accord ? Les deux valeurs de tension artérielle que l'on vous donne, 120 mm de mercure en systole, 80 en diastole, sont les valeurs qui séparent le maximum atteint au moment de ce cycle de systole, à peu près équivalent dans l'aorte et le ventricule. Donc on a bien, puisque c'est ouvert, une image, un indice très proche de ce qu'est la contractilité, la puissance du cœur,
Alors que la tension artérielle diastolique, c'est celle, vous voyez, dans laquelle la tension ne cesse de diminuer pendant la diastole suivante. Et cette valeur-là, elle ne dépend pas du cœur, puisque la valve aortique est fermée. Elle dépend en fait de la capacité d'écoulement de l'ensemble du système. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau des artérioles que ça se passe. Donc cette tension artérielle diastolique est un signe finalement de ce qui se passe en aval. Tension artérielle systolique, c'est ce qui se passe en amont, c'est le cœur qui la génère. Tension artérielle diastolique, c'est plutôt ce qui se passe en aval, et ce sont les artérioles qui vont réguler de façon plus ou moins importante cette valeur.